Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité à nos échappées belles. Cette semaine, je vous emmène au Danemark, un pays scandinave situé entre la mer Baltique et la mer du Nord. Cet archipel d'environ 6 millions d'habitants et d'une superficie à peu près égale à celle de la Suisse, est le pays fondateur du royaume, qui compte également les îles Féroé et le Groenland. Durant mon séjour, je vais vous faire découvrir quelques-unes des plus belles îles du pays, mais également sa culture viking ou encore son art de vivre à la danoise. Sans oublier l'implication que ce soit des autorités ou encore des citoyens dans des domaines comme l'innovation ou encore l'écologie. Pour l'heure, je vais aller à la rencontre de Morten qui va me présenter sa ville, cette ville, la capitale, Copenhague. Attention! Welcome to Copenhagen. Je ne m'attendais pas à celle-là. J'ai reconnu ton vélo, mais je ne m'attendais pas de voir dans l'eau. Hein. Je t'embrasse pas, Melchiorrier. Oh, elle est froide, hein. Ah, c'est bien, toi. Ah ouais, quelle température elle est? Elle est à 10 degrés. Je nage tous les jours. C'est parfait. Écoute, je t'admire beaucoup, je suis incapable d'aller dans une eau à 10 degrés, moi. Je suis très content d'être arrivé au Danemark. Ça fait longtemps que je voulais venir découvrir ton pays. Et là, on est en plein centre-ville. Tu as montré tout ça, hein? Ouais. D'habitude, je cuisine quelque chose après la baignade. Okay. Ça te plairait, quelques moules? Ah on y va. Ah oui. Donc voici ma cuisine sur bicyclette. J'avais jamais vu ça encore. Oh. Il y a une gazinière, un réfrigérateur et des ingrédients pour cuisiner 5 plats. Ah, magnifique. Alors, quelle est ta mission? Pourquoi es-tu venu à Copenhague? Ma mission, c'est un grand mot. Mon envie, en tout cas, c'est de découvrir ton pays. Je sais que vous avez un lien depuis toujours très fort avec la mer. Et puis ce qui m'intéresse, c'est cette envie aussi de prendre soin de soi. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, en fait, ce mode de vie que vous avez. Et puis, vous étiez pionnier dans l'agriculture durable et biologique, dans les énergies renouvelables aussi, énormément. Donc, il y a une vraie conscience globale de votre environnement, de la façon dont vous vivez avec lui et dont vous le respectez. Et ça me touche beaucoup. Donc, j'ai envie de voir comment ça se passe concrètement. Voilà. Ok, allez, on goûte. Allez, ouais. On va goûter ça. Magnifique. Comme on dit santé en danois. Skål. 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 Allez. C'est bon, c'est parfumé. Hein. Oui, t'as raison. Ouais. On va redonner à la mer ce qu'elle nous a offert. Écoutez, je crois que le ton est donné, même si c'était des moules. Et je vous dis bienvenue dans mes échappées belles. Welcome. Welcome. Le Danemark, c'est un art de vivre. C'est une immense passerelle uniquement pour les cyclistes. On l'appelle le serpent pour bicyclette. Ici, on peut trouver ce qu'on appelle les kayaks verts. On peut les emprunter gratuitement, à condition de ramasser des déchets dans la marina. Le Danemark, c'est de l'audace. C'est le premier immeuble au monde à répondre aux exigences de l'économie circulaire. Il repousse les limites en montrant que tu peux construire sans utiliser massivement du béton ou de l'acier. Le Danemark, c'est de l'histoire. La plupart des gens pensent que les Vikings étaient de gros barbares brutaux qui naviguaient à travers les mers pour violer, mutiler et empaler. Mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Mais le Danemark, c'est surtout un autre rapport à la nature. C'est un endroit idéal pour faire du cheval à travers de magnifiques paysages. Très bien. Cela nous rend heureux, chanceux et humbles. Les couleurs sont magnifiques. Nous l'appelons les Caraïbes froides, avec ses couleurs blanc, vert et bleu. Dès le plus jeune âge,
Notre philosophie, c'est que lorsque tu utilises ton corps, tu développes d'autres qualités que si tu restais assis dans une classe à Copenhague. Jérôme Pittorin confirme. Finalement, le Danemark, c'est un savant mélange entre l'innovation, la tradition, également le respect de l'environnement. Vous avez su trouver un équilibre parfait, je trouve, entre la durabilité et le progrès. Welcome to Denmark! Copenhague, ça reste quand même la ville des vélos. C'est assez extraordinaire. Oui, et on adore nos aménagements. Par ici, on arrive vers la petite sirène. Ah. La voilà, la petite sirène. Elle est la représentation de la petite sirène du comte d'Andersen. Oui. L'histoire de cette sculpture vient du fait que notre roi de l'époque a été fasciné par l'opéra La Petite Sirène. Et il a demandé si la danseuse du ballet voulait bien poser pour qu'Eriksen la sculpte. Mais la danseuse ne voulait pas trop montrer son corps. Juste son visage. Oui, juste son visage. Mais sa femme a bien voulu être le modèle pour le corps. D'accord, la femme du sculpteur. Ok, d'accord, c'est ça l'histoire. Notre petite sirène est élégante, elle est vulnérable, elle représente une forme de douceur que nous avons tous en nous, les Danois. Pour moi, elle est un symbole de paix. Et elle rassemble les gens ici. On a besoin de ça. J'aime cet endroit. Qu'est-ce que c'est agréable. Et voilà la place du Palais Royal. Tu peux voir les palais où vivent les familles tout autour de cette place. C'est assez extraordinaire de pouvoir être aussi proche des bâtiments royaux, comme si c'était une habitation tout à fait commune, quoi. Ah oui, le roi pourrait nous voir directement de sa fenêtre. Hello. On lui rend vraiment visite. C'est touchant de pouvoir être aussi proche de la famille royale. Il est même arrivé de croiser le roi sur un vélo cargo. Quand le prince et la princesse étaient plus petits, il les amenait à la maternelle en traversant cette place. On est très heureux qu'il reste populaire et proche de notre quotidien. Et moderne aussi d'une certaine manière. Ouais. Oui, c'est une famille moderne, oui. Tu peux voir sur cet axe, créé de chaque côté du palais, à gauche, notre église de marbre, et dans le prolongement, de l'autre côté, l'Opéra Royal. Donc le moderne s'inscrit dans la continuité de l'histoire. Antoine, quel est ton parcours professionnel? Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier de cuisinier, de chef? Oui, j'ai toujours voulu être chef. J'ai fait des études pour ça. J'ai travaillé en Suisse, en Angleterre, puis je suis revenu au Danemark. Et j'ai eu cette idée de créer ce restaurant itinérant grâce à ma passion du vélo et de notre culture outdoor. Je peux cuisiner où je veux. J'aime. Nous voilà arrivés au Haut-Koskabet. C'est quoi? C'est un container aménagé pour que les clients puissent venir chercher des produits locaux qui sont gardés au frais ici. Cette année, il y a une vingtaine de producteurs qui participent. Et bien sûr, la plupart cultivent en bio. Donc ça veut dire qu'ils peuvent venir à toute heure, ils ont fait une commande sur Internet, et ensuite ils viennent récupérer les produits, donc de la viande, du poisson, enfin des légumes, ce qu'on veut en fait. Excellent. C'est ça. Et moi aussi, je viens chercher certains de mes produits ici. J'ai reçu mon code sur l'application. Ok, ça marche. Dis-moi. 2, Ouais. 1, 1, 1, 7, 9, 0. Oh! Sésame, ouvre-toi. C'est magique.
Ah oui, t'as carrément ton compartiment qui s'ouvre. J'adore. Il y a plein de bonnes choses là, dis donc. Waouh. Regarde ça. On a des magnifiques radis, des asperges, du cidre et des petites tomates. Super. Tu mets ça où? Là? Ici. Oh là, c'est bien organisé. Ah oui. Magnifique. Allez. Voilà. Hop, super idée. Je ne suis pas un cycliste saisonnier, je suis un cycliste toute l'année. Chaque jour, je vais au bureau à vélo, je mets 15 minutes. À pied, ça me prendrait 45 minutes. C'est une chouette façon de se déplacer. À son arrivée à Copenhague, Sigurd était étudiant. C'est avant tout par souci d'économie qu'il s'était alors mis au vélo. Aujourd'hui fonctionnaire, il pourrait se permettre de payer les transports en commun, mais il a pris goût à la petite reine. C'est la partie la plus pittoresque de mon trajet vers le travail et c'est celle que je préfère. Je peux entendre les oiseaux chanter, voir les écureuils sauter partout. C'est une oasis de verdure. Ça allonge un peu mon temps de parcours, mais je préfère passer par ici. Ça me procure un moment de détente avant d'arriver au boulot. À 29 ans, Sigurd n'est pas une exception. Dans la capitale danoise, 45% des habitants effectuent leur trajet du matin à vélo. On peut dire que la plupart des gens au Danemark ont grandi sur un vélo. Ça devient ton moyen de transport pour aller à l'école. Ça te rend plus indépendant vis-à-vis de tes parents qui n'ont pas besoin de t'emmener à l'école en voiture. Tu peux faire des petits trajets avec tes amis, tu peux aller à la plage. Ça donne de la liberté. Oubliez Amsterdam, la capitale du vélo, c'est bel et bien Copenhague. Ici, il y a 5 fois plus de vélos que de voitures. On dit même qu'il y aurait dans l'agglomération 700 000 vélos pour 600 000 habitants. Le vélo, c'est sain, c'est bon pour le climat et l'environnement. Mais pour l'individu, je trouve personnellement que avoir le contact des yeux des autres personnes autour de moi, sentir les fleurs, sentir le soleil, au lieu d'être entouré d'une boîte en métal pendant que je me déplace, j'apprécie énormément. Marie est conseillère en stratégie urbaine. Pendant 13 ans, elle a travaillé pour la municipalité au développement du vélo. L'une des raisons qu'il y a autant de cyclistes ici à Copenhague, c'est qu'il y a une infrastructure dédiée dans presque toutes les grandes routes avec beaucoup de circulation motorisée. On a des pistes cyclables réservées pour les vélos. Et c'est physiquement séparé des trottoirs et de la rue. Des pistes cyclables donc, mais dans leur version XXL. Ici, on est sur le pont de Dybelsbro, où on a actuellement les pistes cyclables les plus larges de Copenhague. C'est 5 mètres dans chaque direction, donc une piste bidirectionnelle en 10 mètres de total. Il y a autour de 20 000 cyclistes par jour sur ce pont-ci. Le Danemark a toujours eu un temps d'avance sur le vélo. La première piste cyclable y date de 1905. Le pays est plat, la révolution automobile y est tardive. Résultat, dès 1950, la moitié des pistes cyclables de Copenhague étaient déjà en place. Ces dernières années, la ville a encore encouragé le mouvement en investissant des centaines de millions d'euros pour créer encore plus d'infrastructures qui rendent plus belle la vie à vélo. Il y a un autre pont, et pour les cyclistes et pour les piétons, qui connecte les deux côtés de la ville à travers le canal. Ces ponts, pour les cyclistes et pour les piétons, permettent de traverser la ville plus rapidement, plus directement. Des infrastructures ambitieuses donc, mais aussi une foule de petits détails. Feux de circulation dédiés, repose-pieds spécial cycliste au carrefour. Sans oublier des parkings dédiés un peu partout dans la ville. On est dans le garage vélo du centre commercial
Et ici, c'est écrit « On aime les vélos ». Il y a des places vélos pour les triporteurs qui prennent un peu plus de place. Il y a de l'air si on a les roues, les pneus un peu dégonflés. Donc des petits services, il y a même des outils pour réparer le vélo. Donc bien sûr, la municipalité et l'État, ils investissent dans l'infrastructure cyclable. Mais il y a aussi tout le secteur privé qui investissent aussi parce que c'est du bon business. La culture vélo des Danois se ressent aussi dans le comportement discipliné des cyclistes. Un respect des règles que l'on apprend dès son plus jeune âge. Mets-toi de l'autre côté. De l'autre côté, oui, c'est bien. Yes, precis. Et tu roules du bon côté. Yes. Det er rigtigt. Oui, c'est bon. C'est parfait. Signe Krag est un peu soucieuse. Son petit dernier vient à peine d'enlever les roulettes. Mais sur ces routes, le seul risque, c'est la chute. Ici, aucune voiture à l'horizon. Nous sommes sur une aire de jeu pour enfants réservée à l'apprentissage de la circulation. J'ai grandi ici. J'ai fait la même chose. Oui, avec mes parents. Ils ont de la place. Il y a ça partout dans toutes les villes autour de Copenhague. C'est très normal ici. En semaine, les écoliers danois viennent s'exercer ici sous la supervision d'animateurs qui leur enseignent les règles de base de la sécurité routière. Le week-end, ce sont les parents qui prennent le relais. C'est vraiment une bonne idée. Ils n'apprennent pas seulement à faire du vélo, ils se familiarisent aussi avec les règles de circulation. Si on leur enseigne ça dès leur plus jeune âge, ce sera plus facile pour eux quand ils seront plus grands. Ça s'imprègne dans leur esprit. Cette culture du deux roues a des conséquences très concrètes sur la qualité de la vie dans la capitale. Niveau sonore, taux de pollution, mais aussi santé des habitants. La municipalité estime ainsi que le nombre de journées d'arrêt maladie s'est réduit d'1 million en raison de la pratique intensive du vélo. Ok Jérôme, nous voilà à Havneslusen Nord. Ici, on peut trouver ce qu'on appelle les kayaks verts. On peut les emprunter gratuitement à condition de ramasser des déchets dans la marina. Tu le réserves en ligne et celui-ci nous attend. Tu entres juste ton code pour ouvrir le cadenas. Excellent. Bon, ben c'est parti alors. Sur la droite, c'est une zone protégée. En face, c'est un tout nouveau quartier au sud de Copenhague. Ouais. Et il y a toujours les anciens hangars à bateaux, ces petites maisons rouges. Bah, vous êtes des vikings, alors certes les dracars ont un peu changé d'époque là. Oui, nous sommes des vikings modernes. Déchets droit devant. Ah oui, je vois. Yes. Great. Je sais pas il a ma taille ou pas? Non, c'est pas ma taille. France, 2 points. C'est un très bon moyen de découvrir la ville. Surtout ce nouveau quartier où la plupart des appartements ont accès à des canaux. Ils peuvent y amarrer leur bateau ou profiter d'une terrasse flottante. Regarde, ils vont se baigner par ici. C'est très sympa. Et je vois d'autres déchets là-bas, on va les ramasser. Allez. Yeah. À voter. Hey. On fait du bon boulot. Attention. Jérôme, toutes les herbes devant nous sont comestibles. Elles ont le goût du wasabi, il nous en faut. Tiens, goûte ça. Merci. Ah, ça pique. Ah oui, c'est vraiment le goût du wasabi, par exemple.
Alors c'est quoi ces bâtiments là, à l'architecture très originale? Oui, on les appelle les tours cactus. Ah oui, d'accord. Ce sont des studios pour étudiants. Très sympa. Ouais, ça ne manque pas de piquer ma curiosité, ce genre de building. Les Danois ont un vrai sens du design. Hein. Et là, c'est un autre exemple de l'architecture de Copenhague. Okay. C'est une immense passerelle uniquement pour les cyclistes. On l'appelle le serpent pour bicyclette. Ah bah oui, en effet. C'est génial. Excellent. C'est une belle expérience de rouler ici. C'est tout à fait ça. C'est une vraie expérience que de visiter une ville comme ça, 100% à vélo, parce que les infrastructures sont telles qu'on peut apprécier se balader un peu partout, même dans les artères les plus chargées de circulation automobile. C'est un vrai plaisir. Vous tournez ici? On tourne à gauche? Oui. C'est quoi, c'est le parking? Surprise! Ah non, on dirait un mont de charge. Il faut appuyer sur le troisième. Troisième étage. Bienvenue. Hello. Hello. Bonjour. Hello. Wow, what a nice bike. Quel beau vélo. Merci. Quel accueil. Voilà Jérôme, nous sommes arrivés dans ce potager sur un toit avec son restaurant au cœur de Copenhague. Et il y a beaucoup de choses dans le jardin là. Oui, nous avons plus de 200 variétés qui poussent tout au long de la saison. La plupart sont comestibles et il y a beaucoup de fleurs pour attirer les insectes. Ok, parce que vous avez une ruche ici? Oui, nous avons aussi des abeilles. Ah ben juste voilà. là. Ok, d'accord, très bien. La majeure partie de ce que l'on récolte est pour les membres de l'association. Et alors, comment est née l'idée? Il y a combien de temps déjà? Avec mes deux associés, nous avons tout démarré il y a 11 ans. Ah oui. Nous nous sommes inspirés des jardins sur les toits de New York. Nous avons eu beaucoup de chance de trouver ce toit, en plein milieu du quartier climatique de Copenhague. Ce quartier est focalisé sur l'adaptation au climat dans la ville. D'accord. Donc un projet de potager sur le toit était juste parfait pour la municipalité. Et le propriétaire de ce toit nous l'a offert pour ce projet. Alors on a une belle roquette si vous voulez. Je peux goûter? Oui, bien sûr. Tu peux la goûter aussi, Jérôme. Super bon, hein. Il y a un petit côté piquant qui est très agréable. Il y a d'autres salades cachées. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Morten? Je n'arrive pas à choisir. Je peux avoir une de chaque? Ok, ça marche. On dirait un enfant dans un magasin de jouets, tu sais. Alors on la coupe toujours comme ça, un peu au-dessus du pied. Cette partie va continuer à faire la photosynthèse. Et 3 petites salades vont pousser. Ok, ça va être croustillant ça. Quel beau panier de légumes. On va pouvoir les emporter dans notre balade gastronomique et les cuisiner quelque part dans Copenhague. Ça marche? Je te souhaite un bon séjour. Merci. Et une belle balade à vélo. Bye bye, Livia. Jérôme, c'est ici que je voudrais cuisiner ton dîner. C'est vrai? Ouais. J'adore l'idée de s'arrêter un peu n'importe où. Voilà, j'ai juste à ouvrir la cuisine. Je lui fais un petit nettoyage. Ce sont des petits pains que tu fais toi? Ah oui, c'est fait maison. Tu vas m'aider à cuisiner. On va faire une sauce verte. Avec les herbes que l'on a trouvées près de la plage ce matin. Oui. Que ce soit vraiment très fin. Langoustine danoise. Regarde-moi ça. Exceptionnel. Les légumes du potager d'Olivia. J'ai préparé ce fromage frais. Donc là, tu as de la paille en fait. Ouais. Et je vais le fumer au foin. Sent bon, hein? Voilà. C'est fini. Fromage fumé. Il a un peu commencé à cuire, il a changé de couleur et de texture presque. C'est très beau. Pas mal. Tu veux que je prenne ça? Ouais, merci. Donc là, la recette qu'on fait, c'est une recette que tu as inventée, imaginée. C'est pas un plat traditionnel. Si, je revisite un plat traditionnel. D'accord. Mais je ne m'en éloigne pas trop. Ça sent bon.
C'est magnifique, c'est un repas digne d'un restaurant étoilé quasiment là. Hein. J'ai envie de t'applaudir avant même de goûter. Son dressage, ses couleurs. Ah, quel bonheur. Oh que c'est bon. Oh que c'est bon. On a les petits pois croquants dessous, la langoustine, puis la douceur du nappage là, avec la crème, c'est waouh. Tu sais, en cuisinant, on oublie presque qu'on est en plein milieu de la ville, posé là comme ça. Morton, est-ce que tu as un souvenir qui te vient comme ça spontanément d'un moment fort, d'un moment surprenant, amusant, émouvant? Je ne sais pas que tu as vécu au cours de ces 10 ans de cuisine itinérante comme ça. Oui. Un couple de touristes est venu ici, nous étions au bord de la mer, je leur servais des huîtres, et la femme, spontanément, s'est mise à pleurer. Elle m'a dit « Morton, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec ta cuisine, mais je n'ai jamais vécu un moment pareil. Ça fait partie maintenant de mes souvenirs les plus précieux. » Je comprends, oui. On trinque? Oui. Mon ami Morton, merci pour cette super balade. Tu m'as fait faire le tour de la ville en une journée en fait. Et puis surtout, tu m'as emmené dans ton univers avec ton concept que je trouve vraiment super. Avec beaucoup de convivialité, beaucoup de générosité. Merci pour cette expérience. À la fin de mon voyage, comme je repars de Copenhague, j'aurai peut-être la possibilité de venir te faire un petit coucou. Tu es le bienvenu quand tu veux. C'est comme skier sur une glace très dure. C'est très compliqué de garder de l'adhérence sur la surface. Ça demande de l'entraînement et d'engranger de l'expérience avant de pouvoir bien skier dessus. Mais ça a le mérite d'être là et c'est plutôt sympa. C'est ma piste de ski préférée au Danemark. D'ailleurs, c'est la seule du pays. Il se débrouille bien. Victor est le directeur de la piste de ski posée sur cet objet architectural non identifié. Un projet comme celui-là, ça n'a jamais été fait. C'est important de le comprendre. On n'a jamais installé une piste de ski sur le toit d'un building. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de n'importe quel bâtiment. Sous cette piste de ski se cache une infrastructure indispensable, l'incinérateur à ordures de la capitale. Une montagne de déchets au sens propre. On récupère les ordures de 600 000 habitants. On produit de l'énergie pour 150 000 foyers et on est là à discuter. Certains sont assis juste en dessous et boivent une bière, d'autres skient, certains courent sur ce toit. Je me pince encore pour réaliser qu'ils ont eu le droit de construire ça. Dans mon esprit, un peu étriqué, c'est fou. D'ailleurs, ça l'est. Pour faire accepter cet incinérateur à la population, la mairie a souhaité qu'il accueille sur son toit des activités de loisirs repoussant les limites de l'imagination. Inauguré en 2017, c'est surtout à la faveur du Covid que les habitants de la ville ont pris possession de ces pentes, accessibles gratuitement pour les promeneurs. On croise beaucoup de gens qui s'entraînent pour l'Himalaya, le Kilimandjaro, ce genre de choses. On vient souvent ici. Aujourd'hui, on doit faire 6 allers-retours avant de rentrer pour le déjeuner. 440 marches, 86 mètres de haut, Copenhill mérite bien son nom de colline de Copenhague. Surtout, ce bâtiment hybride symbolise bien l'esprit avant-gardiste des Danois. Quelqu'un devait le faire en premier. Je pense honnêtement que c'est juste un début au niveau mondial. Utiliser un bâtiment plus que pour le but initial, y ajouter d'autres fonctions sur son toit, c'est juste brillant. Une chose est sûre, en matière d'architecture, impossible n'est pas danois. Ce jour-là, à Aarhus, la deuxième ville du pays, on inaugure en grande pompe un nouvel immeuble dans le quartier des Docks en pleine réhabilitation. Le plus heureux parmi les convives, c'est Anders Lendager, l'architecte de cette tour pas comme les autres. On a réussi à faire des choses que l'on pensait impossibles. Je suis très content, je suis soulagé. Imaginez-vous, vouloir construire un immeuble de 80 mètres de haut, 20 étages, en bois. Ça n'avait jamais été fait au Danemark. Chaque dalle de plancher est constituée de 26 cm de bois massif. Et de solides colonnes de bois massif de 40 cm par 40 portent le bâtiment. Si les visiteurs se pressent dans les couloirs de la tour Trahe, c'est pour toucher du doigt le deuxième plus haut bâtiment au monde construit en ossature bois.
Mais c'est aussi pour découvrir les secrets d'une construction qui fait la part belle à la récupération. Au plafond, tous ces panneaux acoustiques proviennent d'un vieux bâtiment. Ils devaient être brûlés et donc devenir des déchets. On les a récupérés et comme vous pouvez l'entendre, l'acoustique est plutôt bonne. Résultat, 14 500 mètres carrés de panneaux isolants réutilisés. Les lampes proviennent quant à elles de la rénovation de centres commerciaux. Même les écailles de la façade sont de seconde main. C'était à l'origine un toit en aluminium. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment de l'architecture durable. Je pense que c'est vraiment pionnier dans l'approche architecturale. C'est le premier immeuble au monde à répondre aux exigences de l'économie circulaire. Il repousse les limites en montrant que tu peux construire sans utiliser massivement du béton ou de l'acier. Cet immeuble est probablement l'un des bâtiments de ce type à avoir le plus faible impact carbone dans le monde. Spécificité locale, la centaine de volets du bâtiment provient d'un déchet particulièrement abondant dans le royaume, les pales d'éoliennes. Ici, les nouveaux moulins à vent font depuis longtemps partie du paysage. Il faut dire que c'est un Danois, Paul Lacour, qui au début du XXe siècle inventa le premier prototype d'éolienne industrielle. Aujourd'hui, le royaume est en pointe dans le développement de cette énergie verte, et c'est ici, au nord du pays, à Oosterhilde, que s'inventent les turbines de demain. Ça a été un long chemin. Depuis les premiers petits fabricants locaux qui construisaient leurs propres turbines, dans l'idée d'apporter un jour au monde des énergies renouvelables, jusqu'à ce qui est aujourd'hui une grande industrie avec de nombreux centres de développement au Danemark et qui travaillent à développer les prochaines générations de turbines. Le site d'Oosterhilde a été choisi pour devenir le centre d'essai de référence pour les fabricants d'éoliennes du pays, en raison de ses conditions de vent bien particulières. Des bonnes conditions de vent, ça ne veut pas forcément dire du vent fort comme on pourrait le penser. On a besoin de tout type de vent. Quand tu testes des turbines, tu dois faire des tests avec du vent à 2 mètres secondes, mais aussi du vent à 15 ou 17 mètres secondes. Et ici à Oosterhilde, ce qui est vraiment unique, c'est qu'on peut tester les éoliennes dans différentes conditions de vent en un mois, alors que 7 mois sont nécessaires ailleurs au Danemark. Aujourd'hui, près de 55% de l'électricité produite au Danemark provient du vent, contre moins de 10% en France. Le pays est devenu l'un des leaders mondiaux de cette énergie verte en exportant son savoir-faire et ses turbines partout dans le monde. Un modèle de réussite. Cela remonte à plusieurs années. Au début des années 70, avec la crise énergétique, il y avait un mouvement populaire au Danemark en faveur des énergies renouvelables. Et il s'est rapidement développé au point que les fabricants, le gouvernement et les chercheurs ont travaillé ensemble pour créer ce modèle danois de turbine qui s'est ensuite exporté dans le monde entier. Qu'il s'agisse d'aménagement urbain, d'architecture ou encore d'énergie, l'imagination des Danois paraît sans limite et transforme les utopies en réalité. La pause café. Bienvenue à bord. Merci. Helena. Ça va, Helena? Salut, Gorm. C'est ton époux? Oui. Bonjour, Jérôme. Bon, je suis très heureux d'être sur ce magnifique bateau. Quelle merveille. Merci beaucoup. Il date de 1906, donc il n'est pas tout jeune. Waouh. Vous avez dû beaucoup travailler pour le restaurer, j'imagine. Ouais. Oui, c'est du boulot. Je vais te montrer ta cabine. Ouais, super. Hop. Après vous. C'est par ici. En arrière, l'escalier est très raide. Je te prends ton sac? Je t'en donne un. Merci. Wow. Bienvenue. C'est génial. Voici où nous prenons nos repas. C'est lumineux en fait avec ces ouvertures là. Et voilà ta cabine. C'est top.
Depuis combien de temps vous êtes en possession de ce magnifique bateau? 4 ans maintenant. On l'a racheté à un monsieur qui l'a eu pendant 50 ans. Oh. Viens, montons sur le pont. On est prêt à partir. Attention à la tête. Ce bateau auparavant, est-ce qu'il transportait des marchandises? Est-ce qu'il faisait de la pêche? Quel était son usage? Les bateaux comme celui-ci étaient les camions de l'époque. Ils transportaient de tout, du bois, des céréales, des pommes de terre, tout ce que tu avais besoin de transporter. Oh là! Voilà notre ferry. Je pense que c'est la plus grosse vague que tu auras de la journée. Bah, tant mieux. C'est une zone très abritée ici. Ouais. Et vous êtes de la région tous les deux? D'où vous venez? On est tous les deux de cette région du Danemark. J'ai vécu ici toute ma vie. On a découvert que dans ta famille, il y a 4, même 5 générations de capitaines de navires. C'est un truc de passionné d'avoir un bateau comme celui-là. C'est grâce à ça qu'il est toujours là. On en prend soin pour les générations à venir. Ouais. Viens par ici. T'as besoin d'un coup de main? On a du boulot. Oh. Oui. Tellement. On doit détacher une voile pour pouvoir la hisser. Oh. D'accord. Pour ça, il faut aller tout devant. Oh. C'est cette voile qu'il faut libérer. C'est celle-ci? Ok. Donc il faut dénouer cette corde. J'imagine que quand la mer est agitée, ça doit être très impressionnant à faire. Imagine la nuit dans le vent, ouais, c'est ça. avec la pluie ou la neige, c'est horrible. Bien. Et comment tu l'appelles cette voile? Auto Jeep. Auto Jeep. Ah ben écoute, enchanté. Prêt, Moussaillon? Hisse la voile. Parfait. Ah, il est très très beau aussi, hein? Oui, il est un peu plus gros que le nôtre. Il emmène des écoliers. Ah oui, ils sont jeunes, dis donc, les moussaillons là. Au lieu d'aller camper, ils vont faire de la voile. Toutes les écoles du pays font ça. Ils partent naviguer une semaine. Les enfants apprennent énormément durant une semaine comme celle-là. Car si on ne travaille pas en équipe sur un bateau, ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à destination. C'est une micro-société en fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Gorm, on va débarquer ici? Oui. Il y a combien d'habitants ici, Elena? Sur Skaro, il y a 30 personnes environ. Donc, il y a plus de moutons que d'habitants en fait. Ouais. C'est ça. L'île doit faire 2 km². Ah ouais, c'est tout petit. Quelle est l'activité ici sur l'île? Surtout agricole. Certains font du télétravail. Okay. Et il y a aussi une fabrique de glace artisanale. Hein? C'est amusant ça. Viens, je vais te présenter le patron. Dans une petite île comme ça? C'est un ancien corps de ferme. C'est charmant comme endroit, avec la petite véranda là. C'est joli. Ouais. Nice to meet you, I'm Jérôme. Bonjour. Bienvenue chez Skaro Ice Cream. Merci. Donc c'est vous qui produisez tous les produits qui sont là? Oui, avec ma femme et depuis 20 ans.
Waouh! Incroyable! Et comment vous est venue l'idée de faire de la glace, enfin sur une île? En fait, comme on vit au milieu de la nature, nous avons beaucoup de fruits et des baies. Et pour les conserver, on les congèle. Et un jour, on en a fait des glaces pour en profiter toute l'année. Ah oui. Quel est ton préféré, toi? Tom Ellis, c'est mon préféré. Ah. Ce sont des framboises, des fraises et des groseilles mixées ensemble. Très bien, ben, je vais goûter celui-ci. Je vais goûter aussi votre chocolat, par exemple. Je vais prendre vanille et Tom Ellis, bien sûr. À qui vous vendez vos glaces? À des gens, évidemment, de passage, comme nous? Vous vendez aussi dans les restaurants du Danemark, peut-être à l'étranger aussi? On a commencé à les vendre dans les cafés, puis pour une compagnie aérienne asiatique depuis 15 ans. Oh! Nous fournissons aussi des hôpitaux. Quel est le lien avec vos glaces? Il y a des patients qui ont besoin de beaucoup de protéines, mais qui ne mangent pas beaucoup à cause des nausées. La glace est facile à manger. Pour nos glaces, nous utilisons du lactosérum, ce qu'il reste après la fabrication du fromage. Et c'est très riche en protéines. Et cette forte concentration de protéines réduit les nausées. J'ai eu cette idée et ensuite des professeurs l'ont confirmé. Oh, dis donc, je ne m'attendais pas à avoir à la fois un glacier ici, mais à fortiori quelqu'un qui en plus fait des produits qui sont bons pour la santé et qui c'est très vertueux. Bravo. Merci. Allez, je goûte. Ah, c'est fabuleux. On a l'impression d'avoir le fruit en bouche. C'est très très réussi. On va en prendre une palette. Ah, magnifique. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu plus? Parce qu'on dit souvent que les Danois ont un mode de vie. Alors, on dit de Hitch, je crois. Je ne sais pas si c'est le bon accent. Hugues. Hugues. Tu dois prononcer le H. Hugues. Hugues. Voilà. Hugues. Et maintenant, un peu plus doux. Hugues. Ah, très bien. Ce moment est Hugues. Ça, c'est Hugues. Si mes enfants étaient là, ce serait encore plus Hugues. D'accord. Pour moi, c'est si je me réveille un matin, mais que je me lève pas. Quelqu'un m'apporte une tasse de café et je reste au lit. Ok. Là, c'est Hugues. Ok. J'aime bien. C'est pas seulement envers soi, c'est aussi envers les autres. C'est un bon résumé. C'est un mot que l'on aime. Eh bien, merci pour votre accueil. Super journée que j'ai passée là. Vraiment, c'était très très chouette. Alex? Viens. Allez, hop, toi t'as juste le drapeau. Ok Mani, tu vas devant ou tu vas derrière moi? Chaque matin, c'est le même rituel pour Léa et ses 3 garçons. Le départ pour l'école à vélo. Cette franco-danoise vit ici depuis 8 ans et elle s'amuse toujours autant à relever les différences entre les deux pays. Ah bah là déjà quand on arrive le matin, tout est ouvert. Donc la cour elle est totalement ouverte, les enfants peuvent sortir de l'école. Ils le font pas, mais en théorie ils peuvent. Ça veut dire que en fait il y a une confiance qui règne au Danemark de manière générale. Une fois déposés tous ces petits blondinets, Léa peut entamer sa 2e journée. Pour cela, elle installe son bureau du jour dans un café Baby Friendly, un établissement où les parents et leurs enfants sont les bienvenus. La jeune femme s'est spécialisée dans le décryptage de la parentalité scandinave. Je partage un peu ma vie de maman au Danemark, toutes ces techniques, toutes ces choses qu'ils font différemment. Sur les réseaux sociaux, il y a 110 000 followers. C'est principalement des parents français et qui sont intrigués par ces façons de faire au Danemark. Donc des fois, les gens adorent, des fois, ils trouvent ça vraiment bizarre, des fois, ils n'aiment pas du tout. Mais en tout cas, ça fait réfléchir. Celle-là, par exemple, a été vue 700 000 fois et c'est sur les bébés qui dorment dehors, dans les poussettes, devant les cafés, alors que les voitures, les passants passent. Donc j'explique pourquoi ils le font, comment équiper bébé pour dormir dehors. J'ai beaucoup de questions sur ça. Au-delà des images insolites, l'éducation scandinave intéresse de plus en plus de parents enthousiasmés par une approche différente.
La parentalité au Danemark, je la définirais comme basée sur la confiance. Confiance en l'enfant, confiance en soi en tant que parent et sur laisser l'enfant explorer, tester ses limites, sur tous les sujets liés à l'éducation finalement. C'est un peu tout ça, c'est toujours ces valeurs-là qui reviennent. L'un des symboles les plus emblématiques de cette pédagogie alternative, ce sont les fameuses Forest Schools, les écoles de la forêt. Allez, suivez-moi dans le bus. Chaque matin, une partie des petits pensionnaires du jardin d'enfants de Nørrebro quitte ce quartier de la capitale danoise, direction la lisière de la ville à 20 minutes de bus. Le terminus, c'est un terrain de 1000 m² au cœur de la forêt où les enfants vont passer la journée. C'est une partie du terrain de jeu. Il se prolonge plus loin dans les arbres. Les enfants se trouvent un endroit et commencent à jouer ensemble. Ils font ce qu'ils veulent. Et nous ne décidons pas pour eux ce qu'ils font. C'est important qu'ils apprennent à jouer sans nous pour leur dire quoi faire. Ici, pas de journée type. Les éducateurs s'adaptent au rythme et aux envies des têtes blondes. Cette confiance et cette liberté visent à favoriser l'autonomie des enfants et à ce qu'ils se fixent eux-mêmes des limites. Mais lorsqu'ils sont sollicités, les adultes répondent présents. Vous êtes prêts? Luca, tu peux nous dire ce qu'on va faire? Traverser les herbes hautes? Oui, on va traverser les herbes. Vous nous suivez? Les enseignants sont là pour encadrer. Ils laissent les enfants expérimenter. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est rien. Il faut juste garder l'équilibre. Regarde, Sarah. Tout va bien. Il faut juste garder l'équilibre et si tu tombes, tu remontes. Tu peux le faire. Ils peuvent tomber, mais c'est pas grave. Je leur dis de se relever et de continuer. Le but de cette activité, c'est de stimuler leurs sens. Normalement, ils ne se promènent pas pieds nus en ville. C'est pour qu'ils aient des sensations dans leurs pieds. 10% des petits Danois sont inscrits à ces maternelles de la forêt. Pourtant, ici, les jeux sont sommaires et pas franchement aux normes. Mais c'est volontaire. On n'est pas dans un jardin, mais dans la nature, et c'est cela qui fait du bien. Notre philosophie, c'est que lorsque tu utilises ton corps, tu développes d'autres qualités que si tu restais assis dans une classe à Copenhague. Si tu apprends à grimper aux arbres et que tu utilises tout ton corps, tu apprendras mieux dans la vie. L'apprentissage en extérieur fait qu'il est moins formel. Il stimule la fantaisie des enfants, même si certaines activités peuvent interroger à première vue. On n'a pas le droit de le faire dans ce sens-là. Toujours dans ce sens-là. Dans ce sens-là, vers la terre. Sinon, il va dans les doigts. Oui, il peut aller dans les doigts. Et ça ne va pas. Le but du jeu n'est pas d'en faire des sculpteurs sur bois. C'est un principe pédagogique connu sous le nom de Risky Play, le jeu risqué. Non, tu es trop en l'air, vers le bas. On doit les challenger, leur faire des choses qui sont peut-être un peu dangereuses, mais si on leur montre comment faire, ça va. Tout ne doit pas toujours être complètement sécurisé. Si tu apprends à faire ce genre de choses, tu peux faire tellement plus. Nées dans les années 50, les écoles dans la forêt vivent un retour en grâce depuis le Covid. À tel point que la plupart d'entre elles sont même contraintes de créer des listes d'attente. Sideman.
Bonjour Jérôme, bienvenue. Ça va Ole? Je suis content de te voir. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Donc ça c'est ton lieu, alors ton bar. Et depuis combien de temps tu es à cet endroit? Cette maison a été construite après la Seconde Guerre mondiale. Mais le bar, nous l'avons acheté il y a 10 ans. Il était en train de tomber en ruine. Regarde ici par exemple. C'était une pièce remplie de glace. Elle servait aux pêcheurs pour conserver le poisson sur leur bateau. C'est la raison pour laquelle, quand tu es à l'intérieur, l'acoustique est magnifique. C'est à cause des murs très épais qui devaient garder la glace. Alors je vois qu'il y a beaucoup de chevaux aussi. Hein. Explique-moi un petit peu d'où ça vient, parce qu'il y a plein de têtes de chevaux partout dans la déco. Là, je vois que là, il y a des photos aussi. Qu'est-ce que c'est tout ça? Raconte-moi. Nous avons même notre reine. Ah, c'est ta reine, d'accord. Elle venait quand on partait à la chasse, à cheval avec les chiens. La reine nous a rejoints pendant un week-end et elle nous a regardés. Et toi, auparavant, avant d'avoir le bar, tu as voyagé énormément. Tu étais marin, je crois. Qu'est-ce que tu faisais au juste? J'ai travaillé partout dans le monde. J'étais marin professionnel. Mais j'ai été aussi, il y a quelques années, membre de l'équipe nationale danoise de course sur vieux gréement de 12 mètres. Ok, donc sportif professionnel. Oui, avec beaucoup de compétitions, des championnats d'Europe, des championnats du monde, en bateau. J'ai donc traversé à plusieurs reprises l'Atlantique, le Pacifique et autres aventures. Et lorsque j'ai terminé cette activité professionnelle, j'avais le rêve de créer un endroit comme celui-ci, pour accueillir les jeunes marins du monde entier, comme j'ai pu moi-même le vivre. J'ai toujours été le bienvenu, partout où je suis allé. Il était donc important pour moi de récompenser les jeunes marins. Et lorsqu'ils arrivent ici, je fais tout pour eux. Parce que j'ai rencontré le monde avec des portes ouvertes. Alors maintenant, c'est à moi d'accueillir le monde à l'intérieur de ce petit endroit. Et j'aime donner de l'amour en retour. C'est une belle philosophie que je partage. C'est quoi le cheval là? C'est ce qui s'appelle venir bien accompagné. Mais non. Qu'est-ce que c'est? Hello. Hello? Hello. C'est quoi l'idée en fait? Le bar est ouvert aux chevaux en fait. Hello. Celui-ci s'appelle Charlie. Il est magnifique, hein, Charlie? Voici ce qui arrive parfois. Je pensais pas que ça lui ferait autant plaisir de me voir, mais apparemment, c'est une grande joie. Pourquoi les chevaux rentrent dans ton bar? Pourquoi ne pas venir avec son cheval quand on aime les chevaux? Donc si tu viens de l'extérieur avec ton cheval, ici tu peux rentrer, comme beaucoup de chevaux l'ont déjà fait. Donc vous avez reçu ici beaucoup de chevaux et de gens qui venaient. C'est étonnant quand même. Pourquoi pas? Oui, tu as raison. Beaucoup de marins aiment faire du cheval, car monter à cheval et naviguer, c'est le même sentiment de liberté. Ok, il a l'air de vouloir repartir à mon avis. Hein. Il est intenable, car il sait que tu vas faire un tour avec lui. Non. Yes. D'accord. Il vous a vu en tenue, il s'est dit, c'est l'heure de la balade. On va aller se promener alors. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. C'est probablement l'un des plus beaux endroits du Danemark, où l'on peut admirer des paysages vallonnés. Regarde ici sur ta droite, les quelques dénivelés. C'est un endroit idéal pour faire du cheval à travers de magnifiques paysages. Très bien. Cela nous rend heureux, chanceux et humbles. Et on voit aussi pas mal d'éoliennes. Hein. On comprend pourquoi le Danemark est un des pionniers en matière d'énergie propre. L'énergie verte est très importante pour l'industrie danoise et aussi pour un avenir durable. Cette partie de l'île de Møn fait partie des sites classés par l'UNESCO. La protection de la nature est très importante pour nous. Nous travaillons également beaucoup pour un avenir durable, et pas seulement pour l'énergie, mais aussi pour redonner de la vie, et particulièrement à la mer. Nous faisons en sorte que cette zone soit bien protégée pour les générations futures. Toi, tu as cette conscience de la richesse et de la fragilité de cette nature depuis petit déjà?
Tu sais, j'ai eu le privilège de naître dans une ferme avec vue sur vaches. À l'époque, nous ne pensions pas autant à l'environnement. Mais j'ai ça dans le sang. Protéger la nature. C'est pour ça que je suis sur mon cheval. Je suis revenu ici parce que j'adore cette nature et il faut en prendre soin. Bien sûr. Maintenant, pour aller jusqu'aux falaises, on va devoir laisser nos chevaux à la porte. On va finir à pied. C'est un espace protégé. Ok. Oh, oui, dis donc. Toutes les éoliennes, là. Wow. Ah ouais. Magnifique. Magnifique. Ouais, bien, bon accent. Oh, c'est incroyable. Déjà, là, on prend la mesure déjà de la taille de ces falaises et surtout de la blancheur de cette craie-là, parce que ce calcaire, il est vraiment immaculé, hein. C'est très surprenant. Les couleurs sont magnifiques. Nous l'appelons les Caraïbes froides, avec ses couleurs blanc, vert et bleu. Ah, c'est superbe. Est-ce qu'il a été possible de dater l'âge de ces falaises? Il y a seulement 10 000 ans, la mer a soulevé, un peu comme un glacier, ces falaises à la verticale. Et nous avons donc maintenant ces falaises à Møn. Et c'est comme ça que le Danemark est né. Ah oui. Et demain, je te ferai découvrir les falaises, mais depuis mon bateau. Ça va être très spectaculaire. Ok, bah écoute, je plonge et tu me récupères en bas. Ok. C'est une révélation. J'avais toujours rêvé d'avoir un jour un pied dans la mer Baltique et l'autre dans la mer du Nord. J'ai pu ressentir le pouvoir et la nature sauvage de la mer. Sur cette plage, chaque jour, des visiteurs bravent une eau à quelques degrés pour se tremper les pieds. Skagen, c'est un lieu mythique pour les Danois. Le point le plus au nord du royaume, l'extrémité du continent européen avant la péninsule scandinave. Une langue de sable bordée à l'est par la Baltique et à l'ouest par la mer du Nord. On peut y admirer le spectacle rare de deux mers qui se rencontrent et se brisent l'une contre l'autre en d'incessants assauts. Une curiosité géographique qui n'est pas le seul motif d'orgueil de la région. Les Danois éprouvent un sentiment de fierté nationale pour cet endroit parce que beaucoup de peintres, à travers les âges, sont venus y peindre la nature, ses environs et ses bords de mer. Les images de ces paysages sont imprimées dans l'esprit danois. On a tous vu ces tableaux dans notre enfance, suspendus dans des salons, accrochés dans des musées à travers le pays. À la fin du 19e siècle, une colonie de peintres s'installe sur cette côte pittoresque qui ne ressemble nullement au reste du pays. Ils immortalisent la vie des pêcheurs, les plages de sable fin et donnent naissance au plus célèbre mouvement pictural danois, l'école de Skagen. Un courant qui inspire encore aujourd'hui de nombreux héritiers. Quand les peintres sont venus ici, il y a 150 ans, quelque chose comme ça, c'était vraiment un endroit unique pour peindre au Danemark. Encore aujourd'hui, quand vous arrivez en voiture, vous plissez les yeux, c'est très lumineux. Combiné avec un ciel très ouvert, beaucoup de vent, et toute l'eau emprisonnée sous terre qui remonte sous forme de vapeur. Cela crée simplement un paysage très spectaculaire, avec beaucoup d'action. Et ça n'est pas le cas des paysages danois, en règle générale. Anna n'est pas d'ici. Elle a grandi à l'autre bout du pays, à Copenhague. C'est avec sa famille en vacances, quand elle était enfant, qu'elle a découvert les lumières de Skagen. Je suis donc revenue ici chaque été. Quand je suis devenue adulte, je savais juste que j'avais envie d'essayer de vivre ici. Je pensais ne rester ici que 6 mois. Mais cela fait presque 8 ans maintenant.
Un aller sans retour qu'elle n'a jamais regretté. C'est ici qu'elle s'est mise à peindre, inspirée par les paysages de son quotidien. À première vue, c'est une palette de couleurs qu'on pourrait trouver assez terne. Mais quand on regarde bien, il se passe plein de choses. Il y a des mousses qui sont presque dorées ou vertes dorées. D'autres sont bleues, bleu menthe. Et puis lorsque le soleil frappe les différentes herbes, elles réfléchissent tellement de lumière que vous obtenez ces reflets brillants sur tout le paysage. J'apprécie beaucoup cela. Aucun risque de se lasser, ici le paysage change chaque jour. Les dunes de Skagen ont la particularité de bouger, de se déplacer chaque année de plusieurs mètres vers le nord. Cela fait aussi 8 ans que Simon est arrivé à Skagen. Mais plus que la lumière, ce qui l'intéresse, lui, ce sont les oiseaux. Tu veux le voir? Volontiers. Il arrive de la gauche par la droite. 1, 2, 3, prêt. On peut dire que c'est un point de jonction. Il y a les oiseaux de mer qui arrivent des deux côtés de la péninsule. Et il y a aussi les oiseaux qui remontent du continent et ils se retrouvent tous ici avant de continuer leur voyage. En tant qu'extrémité continentale, Skagen est un passage obligé pour les oiseaux sur leur route migratoire et donc un spot de choix pour les ornithologues. Avec 380 espèces observées, c'est le lieu du Danemark le plus riche en biodiversité aviaire. Ah, on a attrapé un oiseau ici. Un superbe terrain d'étude. On a 22 filets répartis ici, dissimulés dans les fourrés. C'est un petit Pouillophytis. Il arrive ici depuis l'Afrique centrale où il a passé l'hiver. Et là, il va probablement en Suède ou en Norvège pour se reproduire. Skagen est juste un arrêt. Toute la journée, les bénévoles font le tour des filets et ramènent leurs captures. Les oiseaux sont mesurés, pesés, et toutes les données recueillies sont enregistrées. 12.3. And Simon? Yeah. Les scientifiques récoltent un maximum d'informations. 71. Par tous les moyens nécessaires. Je fais ça pour évaluer sa masse graisseuse. La peau des oiseaux est transparente. Du coup, on peut voir à travers. Tout le jaune, c'est la graisse. Si un oiseau est prêt à partir, à traverser la mer, il a beaucoup de réserves. S'il vient d'arriver ce matin, après un long voyage, il n'a plus grand-chose. Répétée année après année, cette opération de recensement permet d'avoir une vision assez précise des dynamiques de chaque espèce. La tendance en ce moment, c'est que les oiseaux qui hivernent en Afrique décroissent de façon importante, alors que le nombre de ceux qui hivernent moins loin augmente. Pour l'instant, le record de la plus grande migration enregistrée par Simon et ses équipes est détenu par un acanthis d'une quinzaine de grammes, capturé ici, mais initialement bagué au nord-est de la Chine, à 9000 km de Skagen. Hey! Hi. Nice to meet you, I'm Jerome. I'm Paul. Paul. Nice to meet you. Paul. Come on board. Bienvenue à bord. Tu voyages toujours sur ton bateau avec un goéland empaillé? Yes, always. Oui, cet oiseau fait partie de l'équipage. Il s'appelle Paul et voyage toujours avec nous. He's always along with us. Ah, il y a quelque chose entre vous deux, hein?
Entre le gris et le blanc. Alors donc là, tu m'emmènes, on va voir les falaises. Yes. C'est bien parce que la différence entre un marin et quelqu'un comme moi, c'est que le marin n'a jamais froid et que moi je suis couvert de la tête aux pieds. Ah, j'ai l'habitude. Ah, ben voilà les falaises. Ah ouais, c'est un autre spectacle vu d'ici, hein. Oui, c'est très joli. Les falaises les plus hautes font près de 120 mètres. C'est un des lieux naturels le plus célèbre du Danemark. On sent la friabilité, hein. On sent que c'est... il suffit de gratter pour que ça s'effrite, en fait. En hiver, avec le froid, le gel s'incruste, puis cela devient friable et ça tombe. Et partout au Danemark, si vous creusez la terre, c'est de la craie. Il y a 65 millions d'années, c'était une mer tropicale, avec tous ces animaux qui y vivaient. Des requins, des poulpes. Et tu peux les retrouver sur la plage aujourd'hui, sous forme de fossiles. C'est magnifique, hein? Ah ouais. Et puis la couleur de l'eau, surtout. Ce vert-là, c'est totalement irréel. Et là-haut, tu peux voir les grottes où vit le faucon pèlerin. L'oiseau le plus rapide du monde. Ah. Je crois que depuis 15 ans, chaque année, il y a des petits. Donc le faucon pèlerin est toujours là. Tu as une photo du faucon? Oh oui, je vais te trouver la photo. Voir cet oiseau. Oh. C'est une photo incroyable, hein? Pardon, je peux regarder? Ah là là, le regard de l'oiseau, on a l'impression qu'il fonce. C'est toi qui as pris la photo? Non, c'est un très bon ami à moi. Cela a demandé beaucoup de patience et de précision. J'imagine, mais là, ça vaut le coup, hein, parce que là, la photo, elle est extraordinaire. Une photo fantastique. Là, il vient d'attaquer un pigeon. C'est la raison pour laquelle il a la bouche grande ouverte. Il est essoufflé, car la chasse lui demande beaucoup d'énergie. D'accord. Mais il a de la nourriture pour son nid. Ah. Paul, on va aller un peu plus loin, pour la surprise, pour Jérôme. Tu vas pêcher quoi, Paul? C'est un secret. Alors. Qu'est-ce que tu vas sortir? Oh. Ah, je pensais vraiment à des homards, je sais pas, des crustacés. Excellent. D'accord. Allez, on ouvre. C'est quoi comme bouteille? On dirait presque du vin pétillant, parce que le bouchon, il est... C'est quoi? Il y a la collerette, là, c'est un champagne, c'est quoi? Non, c'est un crément de Meune. Ah, c'est d'ici? Il a été fabriqué sur l'île. Oh. Et alors, est-ce que le fait de les conserver en mer, parce que j'avais déjà vu ça, mais alors pas pour du pétillant, mais pas pour une méthode comme ça champenoise, est-ce qu'il y a un goût qui change, vraiment? Je te propose de tester par toi-même. Nous allons au domaine, rencontrer le vigneron et goûter ce vin de Meune. Super. Tous ensemble. Ça me convient très bien comme programme. C'est chouette, dis donc, là, les vignes face à la mer. Hey! Bienvenue! Welcome! I'm Jerome. What's your name? Hans. Hans. Nice to meet you, Hans. Paul. Hey, Paul. Welcome. On a trouvé ça dans la mer. Ouais, c'est vrai que c'est une idée originale. Déjà, d'avoir un vin pétillant comme ça, méthode champenoise, déjà de fabriquer ça ici, oui. C'est surprenant. Yeah. Donc vous avez un vignoble qui est situé idéalement, dis donc, face à la mer. Yeah. Et puis là, je peux voir qu'il y a le soleil qui tape avec la réflexion. Hein. Yeah. C'est des conditions formidables. Yeah.
Nous avons 20% de luminosité en plus grâce à la réflexion. C'est pour ça qu'il fait vraiment chaud. Et quand les grappes de raisin poussent, elles reçoivent vraiment beaucoup de soleil. C'est même encore mieux qu'en France, il y a plus de soleil. Et si on goûtait ce vin? Ben voilà une bonne idée, bien sûr. Très très bien. Magnifique. Oh! Et qui a eu l'idée de mettre ce vin en conservation, enfin quelques bouteilles en tout cas, dans l'eau de mer? C'était mon idée, même si je sais que cela se fait déjà en Méditerranée. Je sais. Mais c'est la première fois que quelqu'un le fait en mer Baltique. Et je l'ai fait. Goûtons-le. Allez. Eh bien, à la santé de Moon et à la santé du vigneron qui a fait ce vin. Oui, c'est... Il y a une belle couleur. Skål en danois. Skål. Skål. Avec modération, monsieur le chauffeur. C'est bon. Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Est-ce que tu vois une différence entre ces bouteilles que tu as ici, en stock, et celles qui viennent des profondeurs de la mer Baltique? Un petit peu, un petit peu. Je crois qu'il va falloir en tester davantage. Ok. Mais nous avons une bonne expertise locale. Non, mais je vois que cette idée était très très bien et mûrement réfléchie. Hein? Faut faire beaucoup de tests, c'est ça? Hein? C'est très bon. D'accord, c'est très malin de ta part. Félicitations. Thank you. Je pense que tes amis français doivent être fiers de toi. Et peut-être les champenois jaloux. Ok. Merci. C'est super sympa. Quand tu descends dans une tombe, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Il y a ce gros objet en fer qui est ici. Et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Quand tu enlèves le sable et la terre, tu as un peu l'impression de te rapprocher de la personne qui était enterrée. Cela fait plusieurs jours que Liv gratte la terre de cette chambre funéraire. Cette tombe fait partie d'un ensemble de 30 sépultures datées du milieu du Xe siècle, le cœur de la civilisation viking. Une découverte majeure dans la banlieue d'Aarhus, la deuxième ville du pays. Le fruit d'un heureux hasard. On a commencé à creuser ici car ils allaient lancer les travaux pour construire un terrain de foot. Étant donné qu'ils allaient commencer ce chantier, on devait vérifier s'il n'y avait pas des choses intéressantes dans le sous-sol. Et c'est comme ça qu'on a découvert ce cimetière viking qui est assez unique. Dans ce sol sableux, les squelettes n'ont pas survécu. Seuls les objets ont traversé les siècles. La mission des archéologues, c'est d'essayer de les faire parler. L'objet mystérieux découvert par Liv ce matin vient d'être identifié par les experts dépêchés par le musée et il ne va plus tarder à livrer ses premiers secrets. On vient de découvrir que l'objet retrouvé dans la chambre funéraire est un coffre, comme une boîte que la personne avait avec elle. C'était probablement une femme. Là, on creuse autour pour enlever le bloc en entier et le ramener afin de prendre notre temps pour le nettoyer au calme chez nous. Direction le laboratoire du musée d'histoire d'Aarhus. C'est dans ce sous-sol qu'atterrissent les morceaux prélevés sur les sites de fouilles. Qu'est-ce que tu as là? Une hache? Oui, et on voit le bois. C'est ce morceau-là? Oui. Ce bloc de pierre provient du cimetière. Avant d'être nettoyé, il a été passé au rayon X pour évaluer l'état de conservation de la hache qu'il contient. On peut voir à quel point c'est bien préservé. Il y a aussi un peu de corrosion, ce qui veut dire qu'il y a sûrement un peu de rouille dessus. On a de la chance parce qu'il y a un reste de bois qui provient sûrement du manche. Si on est chanceux, on pourra peut-être savoir quel bois ils utilisaient pour leurs haches. Les Vikings utilisaient des haches plus que tout autre peuple. Ils n'utilisaient pas trop les épées. En revanche, chaque guerrier avait une hache. Une fois extraite de sa gangue de terre,
La hache rejoindra peut-être les collections du musée qui dévoilent aux visiteurs les trésors de la civilisation viking et ses subtilités. Ce qu'on a ici, c'est la tête d'une personne très malchanceuse qui a vécu à l'époque viking, à Horus. Si vous regardez bien, sa tête a été écrasée entre les deux yeux. On voit bien les fractures engendrées par l'arme qui l'a frappé. Peut-être une épée, peut-être une grande hache danoise à deux mains, comme on les appelait. Pour Anne-Sophie, la civilisation viking, c'est plus qu'un travail. Une véritable passion. Ce week-end, elle a quitté les vitrines du musée pour les allées du marché viking de Ribe, où elle pratique en famille la reconstitution historique. C'est un hobby. J'ai commencé à faire ça quand j'étais étudiante en archéologie. Au début, je trouvais ça un peu ringard et j'avais l'impression que c'était un jeu de rôle. Mais ça n'est pas ça. On ne se met pas dans la peau de quelqu'un d'autre. On met nos habits et on essaye d'aider les visiteurs à comprendre le passé. La plupart des gens pensent que les Vikings étaient de gros barbares brutaux qui naviguaient à travers les mers pour violer, mutiler et empaler. Mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Si les Vikings se sont fait connaître à travers l'Europe médiévale pour leurs raids meurtriers et leurs razzias destructrices, seule une infime partie d'entre eux portait les armes. Les autres étaient de paisibles communautés de paysans, artisans ou commerçants. C'est ce mode de vie qu'Anne-Sophie souhaite exposer aux visiteurs. Nous fabriquons du pain plat que l'on va cuire sur le feu. C'était le pain typique de l'ère viking parce que les Vikings n'avaient rien pour faire lever le pain. Pas de levure. Les fours n'ont commencé à se développer que plus tard. Les pains étaient cuits dans une poêle ou directement sur une pierre chaude. Si Anne-Sophie met un point d'honneur à respecter la véracité historique, sur le marché, tout le monde joue le jeu. Les artisans utilisent les mêmes techniques que leurs ancêtres pour leur production. L'anachronisme est banni. Je teins de la laine pour nos habits. Comme vous le voyez, pour l'instant, c'est blanc. Et quand j'aurai fini de le faire bouillir ici dans l'eau, je le mettrai dans la marmite là-bas où il deviendra rouge. J'obtiens cette couleur avec les racines d'une plante qu'on appelle la garance des teinturiers. J'en ai dans mon jardin. La racine ressemble à ça. Et quand je la fais bouillir dans l'eau, ça fait du rouge. Et pour faire le brun comme celui de ma tunique, j'utilise la peau de la noix. Cela contient beaucoup de tanins. Si vous le touchez, vous avez les doigts qui noircissent. C'est ça que j'utilise. Un jour, sur un marché viking, quelqu'un m'a demandé pourquoi on portait autant de couleurs, alors qu'il pensait que l'ère viking était marron, grise et noire. Parce que ce que l'on voit dans les films, c'est souvent des nuances de gris boueux, dans les tons sépia. Mais non, l'époque viking était très colorée, vive, c'était des pans, ils aimaient se montrer. Si l'ère viking est loin d'avoir encore révélé tous ses secrets, les Danois sont fiers de ses ancêtres bien moins ténébreux qu'il n'y paraît, et qui ont ouvert le Danemark sur le monde. Alors, ils sont bien là, hein? Joli taxi. J'avais absolument envie de visiter cet endroit. Je sais que c'est le lieu le plus connu pour la culture viking et que c'est sans doute la reconstitution la plus réussie qu'on peut trouver au Danemark. Donc je suis ravi d'être là. Je crois qu'il a été créé il y a 25 ans. Et depuis, je suis revenu ici presque tous les ans. Alors j'ai vu aussi que tu avais des tatouages. Alors je ne sais pas si les Vikings avaient des tatouages, mais il y a énormément d'animaux. Hein. On voit des oiseaux. C'est ta passion pour la nature, c'est ce qui fait que tu es guide naturaliste aujourd'hui. Et c'est aussi parce que ça vient de la mythologie de l'époque viking. Le corbeau. C'est un animal très important car il représente la sagesse et la curiosité. Dans ce camp, on peut se rendre compte des grandes choses de l'époque, les odeurs de tous les animaux.
Des choses qu'on ne peut pas ressentir sur des photos. C'est très impressionnant, quoi, une bâtisse. Parce que les Vikings, c'est quoi, 7e, 8e siècle, ça a commencé? Officiellement, c'était dans les années 800. Okay. Mais il y avait déjà des gens qui vivaient comme les Vikings à Ribe à partir de 700. Okay. Cette maison a été la première reconstruite sur le village viking. D'accord, mais c'était une maison pour une famille qui habitait dedans? C'était une maison pour 25 personnes où vivaient les grands-parents, enfants, mais aussi les esclaves, les valets. D'accord. Jérôme, je te présente Christine. Bonjour. Nice to meet you, Christine. Enchantée. Christine connaît tout sur les Vikings et tout sur le tir à l'arc. D'habitude, ce sont les enfants qui tirent avec un arc et des flèches. On est des grands enfants. C'est la même. Petits hommes, grands hommes. Et vous voulez essayer? Peut-être voir qui est le meilleur. On essaye? Ah ouais, ça m'intéresse. Ok, alors tu es gaucher ou droitier? Droitier. Donc tu tiens ton arc comme ceci. Ok, comme ça? Tu tends le bras. 2 doigts. Et maintenant, tu armes. Tu tends comme ça. Ça me fait bizarre de tirer, même si c'est factice, sur un animal. Ah oui, presque. Deuxième tentative. Il va falloir être meilleur. Ouais. Donc, en fait, pour info, ça part un peu plus à gauche. Bravo! Et pour quelqu'un qui aime les animaux, je sais pas bien. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui viennent vivre cette expérience pendant une semaine, 1 mois ou même 6 mois. Ça veut dire que là, par exemple, ce soir, il y a des gens qui vont rester dormir sur le campement? Oui. Et dès que tu entres dans le camp, tu dois être fidèle aux Vikings. Pas de téléphone, rien. Et souvent, en fin d'après-midi, quand on ferme, beaucoup d'entre eux gardent le mode de vie viking. Bonne fin de visite. Merci, Christine. Avec plaisir. Toutes les corporations, toutes les professions sont représentées, j'ai l'impression. Hein. Ah, c'est une vraie découverte. Merci de m'avoir emmené ici, c'était vraiment très, très intéressant. Alors maintenant, je crois qu'on va aller voir, on va aller dans ton terrain de jeu. On va aller voir un petit peu ce parc national. Oui, on va tenter d'observer des phoques. Ah, c'est vrai? Allez, allons. Le temps, c'est couvert, hein? C'est le temps qu'on a habituellement sur la côte ouest. Ici, on dit qu'il vente 360 jours par an et les 5 jours restants, c'est de l'orage. C'est magnifique ces oiseaux-là. Il y en a partout, partout. Parfois, tu peux même voir ici des aigles blancs. Les oiseaux viennent ici pour manger, il y a plein de nourriture pour eux. C'est vraiment facile pour eux. Bon, on va être tranquille ici. Hein. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de construction. Il n'y a quasiment rien à vue, enfin, à des kilomètres. C'est très agréable. Oh, le voilà sur la plage, sur la partie plus sablonneuse. Là. On voit qu'il y a pas mal de coquillages, hein. On y voit des coques, quelques palourdes. Oui, ici nous avons des coquillages qui ont été mangés par un oiseau. Ok. Ils mangent tout le coquillage avec la coquille. Ils ont une technique de broyage interne et voilà ce qu'ils rejettent comme excréments. D'accord, ouais, c'est de la poudre de coquillage.
Cette mer des Wadden ne s'étend pas uniquement au Danemark. Effectivement, la mer des Wadden s'étend aussi sur l'Allemagne et les Pays-Bas. Ah, il me semblait, d'accord. C'est le plus grand parc national du Danemark, mais il ne représente que 10% de la superficie de la mer des Wadden. Ok. La plus grande partie se trouve en Allemagne, et c'est 500 km de côte. C'est gigantesque. Et la faune est la même partout. Regarde, on peut voir un phoque dans l'eau. On le voit plonger. Ah oui, d'accord. Tu vois sa tête? En effet, juste devant nous. Waouh. Yann est là. Yeah. Come on. Là, on les voit hein, en train de, sans doute, de faire une petite sieste. Ils n'ont pas l'air très agités. Hein. Tiens, regarde de plus près. Ouais. Ah, on va peut-être... Ah oui. Oh. Ah, ils sont très gros. Hein. Yeah. Le plus gros mâle phoque de cette espèce peut peser jusqu'à 150 kg. On mange bien ici dans la région. Hein. Oui, il mange beaucoup. Tu es très passionné par cette nature, par ce territoire. J'ai toujours aimé la nature et particulièrement la mer des Wadden. Quand j'étais enfant, je pouvais écouter la radio quand il y avait un énorme orage, qu'il fallait évacuer un village tout entier. Bien d'un côté, je savais que ce n'était pas une bonne nouvelle pour les habitants, mais d'un autre côté, je trouvais ça fascinant. D'accord. Et puis quand j'ai grandi, j'ai pensé que le pays était si spécial. J'ai eu un professeur qui nous a aussi beaucoup parlé de la mer des Wadden. Et j'aime aussi dire que c'est bon pour nous de rencontrer cette nature puissante parce que nous contrôlons tellement le reste du monde dans notre vie quotidienne. Nous pouvons contrôler notre voiture, contrôler plein de choses, mais parfois il est bon pour nous de voir quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Cela nous fait réaliser que nous sommes de petites choses dans le monde. Ça nous fait du bien. En tout cas, félicitations pour ton investissement, pour ta passion pour à la fois la nature, ton territoire, sa fragilité et en même temps sa préciosité. Donc bravo pour ça. Merci. Merci beaucoup. Ah, je m'étais assoupi. J'étais tellement bien au soleil. Comment ça va, mon Morten? Heureux de te revoir. Merci d'être venu faire un coucou, Morten. Ça fait très plaisir. T'as vu, là, je profitais du soleil. Tu vois, c'est la différence entre moi et les Danois. Les Danois, ils se mettent dans l'eau froide et moi, je reste au soleil, au chaud. J'espère que tu as passé un bon moment. Qu'est-ce que tu penses du Danemark? Eh bien, écoute, j'ai aimé beaucoup de choses dans ton pays. Je savais ce que je venais un petit peu chercher ici et j'ai pas été déçu de découvrir que finalement le Danemark, c'est un savant mélange entre l'innovation, la tradition, également le respect de l'environnement. Vous avez su trouver un équilibre parfait, je trouve, entre la durabilité et le progrès. Et j'ai apprécié aussi votre rapport à la mer. J'aime votre façon de considérer la mer pas seulement comme un espace naturel, mais également comme un patrimoine à protéger pour les générations à venir. Et puis vous êtes un pays vert, comme on dit, donc cette place accordée aux énergies renouvelables, dans les villes par exemple, aux écoquartiers, aux jardins urbains, comme on a pu le voir ensemble. Il y a vraiment une envie absolue de valoriser ça. Pour moi, tu es un représentant parfait du Danemark, de ton pays, et un ambassadeur aussi de ta culture. Donc voilà, je garde plein de beaux souvenirs et plein de belles images de ce voyage. Et merci pour ça. Merci à toi. Merci beaucoup pour ces doux mots. Je t'ai préparé quelque chose. Ah, tu m'as fait un pain. Spécialité danoise. Ah oui, le pain seigle. Et de råbrød. Je n'arriverai pas à le dire, hein. Je n'ai jamais réussi depuis que je suis là. Par contre, j'arrive très bien à le manger. Ce pain seigle aux céréales, c'est une merveille. Ah, ça me fait plaisir. Je dégusterai ça en pensant à toi.
Merci également à celles et ceux qui m'ont accompagné. Je pense à Elena, à Gorm, son époux. Je pense à Yann, à Livia, à Hans, à Paul, à Holle. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez regarder cette émission en replay ou suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. Et comme on dit ici, Favela Attack. Favela Attack. Bye bye. Prenez soin de vous.